Les derniers mots que j'ai dit à mes parents furent « Je ne me sens pas bien ». 3 jours plus tard, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, incapable d'émettre le moindre son. Les médecins ont appelé cela une aphonie psychogène, une perte totale de la voix provoquée par un traumatisme sévère. Ma gorge était physiquement intacte, mais ma voix avait tout simplement disparu. Je m'appelle Aria Chin, et à 16 ans, je suis devenue la plus grande déception de la famille. L'ironie de mon prénom, Aria, une mélodie, est devenue une blague cruelle lorsque je ne pouvais plus parler, et encore moins chanter. Combien de temps cela va-t-il durer ? A exigé ma mère, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant sur le bureau du médecin. Elle ne m'avait même pas regardé depuis le diagnostic. C'est difficile à dire, a expliqué le médecin avec gentillesse. Avec une thérapie et du soutien, les patients se rétablissent généralement en quelques mois, parfois des années. Des années, a interrompu mon père, son visage s'assombrissant. C'est impossible. Marcus a ses auditions pour le conservatoire bientôt. Nous ne pouvons pas laisser cela perturber son programme de répétition. Ah, oui, Marcus, mon petit frère, le prodige musical, celui dont la musique de piano remplissait notre maison depuis qu'il avait 3 ans. Alors que j'avais été la fille tranquille, lisant des livres et écrivant des histoires dans mon journal, Marcus avait été destiné à la grandeur. Maintenant, à 14 ans, il se préparait pour le prestigieux conservatoire Palmer, et rien ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Pas même sa sœur muette. Une semaine plus tard, j'étais assise dans la cuisine de ma tante May, regardant ma mère déballer l'unique valise qu'elle avait faite pour moi. Ce n'est que temporaire, a-t-elle dit, bien que son regard fuyait le mien. Jusqu'à ce que tu te ressaisisses. Tante May se tenait sur le seuil de la porte, les bras croisés. Contrairement à l'apparence impeccable de ma mère, May portait un jean éclaboussé de peinture et un t-shirt délavé. Sa petite maison sentait la térébenthine et le café. Elle était professeure d'art au lycée local. Alena, a dit May d'une voix tranchante. Ce n'est pas bien. Elle a besoin de toi maintenant plus que jamais. Elle a besoin de soins spécialisés, a rétorqué ma mère doucement, et nous devons nous concentrer sur Marcus. Les recruteurs du conservatoire viennent le mois prochain. Nous ne pouvons avoir aucune distraction. Je voulais crier, lui dire que j'étais sa fille, pas une distraction. Mais ma gorge restait gelée, enfermée dans sa prison silencieuse. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit « C'est bon, maman. Je comprends. » Elle a à peine regardé l'écran. Tu vois ? Elle comprend. Nous lui rendrons visite quand nous le pourrons. Ils ne sont pas venus. Pas une seule fois dans les mois qui ont suivi. Tante May est devenue ma voix, ma protectrice, mon tout. Elle m'a inscrite dans une nouvelle école, a appris la langue des signes avec moi et ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Mais c'est ce qui s'est passé dans sa cave qui a tout changé. Viens ici, a-t-elle dit un soir, me guidant dans les escaliers qui craquaient. Je veux te montrer quelque chose. La cave était son atelier d'art, mais dans un coin se trouvait quelque chose d'inattendu, un vieux piano droit, son bois usé mais chéri. Il appartenait à ta grand-mère, a expliqué May en passant la main sur les touches. Elle m'a appris à jouer, mais je n'ai jamais eu la passion pour ça. Peut-être que tu l'auras. J'ai secoué la tête, désignant ma gorge. À quoi pouvait bien servir un piano à quelqu'un qui ne pouvait pas chanter ? La musique, ce n'est pas seulement chanter, ma chérie, a dit May doucement. Parfois, il s'agit de trouver sa voix par d'autres moyens. Ce soir-là, après que May soit allée se coucher, je me suis glissée à la cave. Dans la faible lumière, j'ai posé mes doigts sur les touches, me souvenant des leçons de base que j'avais eues enfant avant que tout le monde ne décide que Marcus était le musicien de la famille. J'ai appuyé sur une touche, sentant la vibration monter dans mes bras. Puis une autre, et encore une autre. Quelque chose s'est agité en moi, un sentiment que je ne pouvais pas expliquer. Bien que ma gorge soit restée silencieuse, mes doigts ont commencé à bouger, créant des sons qui semblaient venir de quelque part au plus profond de moi. Ce n'était pas un jeu exercé ou parfait comme celui de Marcus. C'était brut, émotionnel, réel. Pour la première fois depuis que j'avais perdu ma voix, j'ai eu l'impression de parler. Chaque nuit par la suite, j'attendais que May s'endorme, puis je me faufilais jusqu'au piano.
J'ai appris à jouer au feeling, laissant mes émotions guider mes doigts sans la pression de devoir être parfaite, sans la comparaison constante avec Marcus. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, je pouvais écrire de la musique, non pas de simples mélodies, mais des compositions complexes qui exprimaient tout ce que je ne pouvais pas dire. Chaque pièce était une histoire, mon histoire. La colère, l'abandon, la découverte d'un nouveau type de voix. Mais m'a trouvé un matin endormie sur le piano, des partitions éparpillées autour de moi. Elle a ramassé l'une des feuilles, ses yeux s'écarquillant en lisant les notes. Aria, a-t-elle chuchoté, me secouant doucement pour me réveiller. C'est toi qui as écrit ça? J'ai hoché la tête, craignant soudain qu'elle ne me dise d'arrêter, de ne pas rivaliser avec l'héritage de Marcus. Au lieu de ça, elle a souri, les larmes aux yeux. Je crois, a-t-elle dit avec précaution, qu'il est temps que le monde entende ce que tu as à dire. Je ne savais pas encore que ces mots allaient déclencher une chaîne d'événements qui secouraient ma famille jusqu'à ses fondations. 6 mois après mon arrivée chez Tante May, mes compositions étaient passées de simples mélodies à des pièces orchestrales complexes. Mon incapacité à parler avait en quelque sorte aiguisé ma capacité à entendre la musique en tout, dans le rythme de la pluie sur les fenêtres, dans le motif des pas dans les escaliers, dans la cadence de la langue des signes qui s'écoulait de mes mains. Mais ma mise en contact avec son ami, le Dr Harrison, un professeur de musique de l'université locale. La première fois qu'il a vu mes compositions, ses mains ont tremblé. Il a fait une pause, ajustant ses lunettes. Extraordinaire. La complexité émotionnelle, la superposition des thèmes. Quel âge as-tu dit que tu avais? J'ai brandi mon téléphone, 17 ans le mois prochain. Il a secoué la tête, stupéfait. J'aimerais travailler avec vous, si vous le voulez bien. Ces pièces méritent d'être entendues. Au cours des mois suivants, le Dr Harrison a été mon mentor, m'aidant à affiner mes compositions sans jamais essayer de changer leur noyau émotionnel brut. Il m'a initié à un logiciel de musique qui me permettait de créer des arrangements orchestrales complets sur mon ordinateur. Pendant que mon frère répétait ses pièces classiques pour les auditions du conservatoire, je créais quelque chose de complètement nouveau. Un jour, le Dr Harrison est arrivé chez nous, sautillant presque d'excitation. L'orchestre symphonique de l'université a une place dans son concert de printemps, a-t-il annoncé. J'ai soumis votre pièce, Le silence parle. Ils veulent la jouer. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine écrire. Mais ils ne savent rien de moi, de mon état. Ils savent exactement qui vous êtes, a-t-il répondu fermement. Ils veulent rencontrer la compositrice. Mais a serré mon épaule. Il est temps, ma chérie. Tu ne peux pas cacher ta lumière éternellement. Les répétitions de l'orchestre étaient à la fois terrifiantes et exaltantes. Incapable de diriger verbalement les musiciens, j'ai appris à diriger par des gestes et des expressions, mes mains peignant les émotions que je voulais qu'ils transmettent. Les musiciens, d'abord sceptiques face à une compositrice adolescente, surtout une qui ne pouvait pas parler, sont rapidement devenus mes plus ardents défenseurs. C'est comme si elle entendait des couches de musique dont nous ne soupçonnions même pas l'existence, ai-je entendu la premier violon dire au Dr Harrison. La veille du concert, j'ai reçu mon premier message de la maison depuis des mois. C'était de Marcus, maman et papa me forcent à être la tête d'affiche d'un récital au conservatoire Palmer demain soir, à la même heure que ton spectacle. Désolé. J'ai fixé le message, les larmes brouillant ma vue. Bien sûr, il l'avait programmé à la même heure. Il pensait probablement être gentil, me donnant une excuse pour ne pas les inviter à ma performance. Mais m'a trouvé à la cave, assise au piano. Tes parents ont appelé, a-t-elle dit doucement. Ils voulaient savoir si tu assisterais au récital de Marcus. J'ai secoué la tête, mes doigts se déplaçant silencieusement sur les touches. Je leur ai dit que tu avais un engagement préalable. Ils n'ont pas demandé lequel. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour la soirée la plus importante de ma vie, un autre message est arrivé. Cette fois, de ma mère, j'espère que tu ne déçois pas ta tante de la même manière que tu nous as déçus. Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé une réponse que je n'aurais jamais cru avoir le courage d'envoyer, viens à la salle de concert de l'université ce soir à 20h. Tu verras à quel point je suis décevante. Puis, j'ai éteint mon téléphone.
Ce soir-là, la salle de concert était comble. Ma pièce était programmée en dernier, après des œuvres de Beethoven et de Tchaïkovski. Pendant que j'attendais en coulisses, regardant l'orchestre accorder ses instruments, je me sentais étrangement calme. C'était ma voix maintenant, plus grande et plus puissante que tout ce que j'aurais pu dire avec des mots. Le docteur Harrison avait gardé mon identité secrète, ne nommant la compositrice que Chen dans le programme. À l'approche de l'heure de ma pièce, il est monté sur scène pour la présenter. Notre dernière pièce de la soirée est une œuvre contemporaine intitulée « Le silence parle », a-t-il commencé. Sa compositrice. Il fut interrompu par le bruit des portes de l'auditorium qui s'ouvraient. Dans la lumière vive du hall, je les ai vus, mes parents, l'air confus et légèrement agacés d'être là. Ils avaient dû décider de venir pour prouver leur point sur ma déception. Un timing parfait, a poursuivi le docteur Harrison. Sa compositrice est l'une des jeunes musiciennes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène mademoiselle Arya Chen. Je suis sortie au centre de la scène, vêtue de noir, la tête haute. Du coin de l'œil, j'ai vu la main de ma mère voler à sa bouche. Le visage de mon père a perdu toute couleur. Debout devant l'orchestre, j'ai levé les mains. Dans l'instant précédant le début de la musique, j'ai croisé le regard de ma mère et j'ai souri. Puis, j'ai baissé les mains, et les premières notes de ma symphonie ont rempli l'air. La pièce que j'avais écrite était mon histoire. La peur, la perte, l'abandon, mais aussi la découverte, la joie et le triomphe. En dirigeant, j'ai versé chaque mot non dit, chaque émotion étouffée dans mes gestes. L'orchestre a répondu, jouant avec une intensité qui m'a coupé le souffle. À ce moment-là, je ne parlais pas seulement. Je volais. L'ovation debout a duré 7 minutes. J'ai compté chaque seconde, regardant à travers mes larmes le public se lever, leurs applaudissements résonnant dans la salle de concert. Le docteur Harrison a dû pratiquement me pousser pour que je revienne sur scène pour 3 rappels. Mais je ne pouvais pas quitter mes parents des yeux. Ils sont restés assis, figés sur leur siège, me regardant comme s'ils voyaient un fantôme, ou peut-être, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Le maquillage parfait de ma mère était strié de larmes, et les mains de mon père agrippaient les accoudoirs si fort que ses jointures étaient blanches. En coulisses après la représentation, mais m'a serré fort dans ses bras. Ils attendent dans le foyer des artistes, a-t-elle chuchoté. Tu n'es pas obligé de les voir si tu ne le veux pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit, je le veux. Je ne me cache plus. Ils se sont levés maladroitement quand je suis entrée, ma mère s'accrochant à son sac de créateur comme à un bouclier. Le silence entre nous semblait différent maintenant, lourd de tout ce dont il venait d'être témoin. Ma mère a parlé la première, la voix tremblante. Arya, nous n'en avions aucune idée. J'ai brandi mon téléphone, les doigts fermes. Vous n'avez jamais demandé. La musique, a dit mon père, passant une main dans ses cheveux grisonnants. C'était à propos de nous, n'est-ce pas? De ce que nous t'avons fait? J'ai hoché la tête. Il ne servait à rien de le nier. Chaque note avait parlé de leur trahison, de leur mépris, de leur décision de jeter une fille pour le bien de l'autre. Nous pensions faire au mieux, a commencé ma mère, mais j'ai levé une main, l'arrêtant. J'ai écrit rapidement, leur montrant l'écran, au mieux pour qui? Pour Marcus? Pour votre réputation? Je n'avais pas besoin d'être réparé. J'avais besoin d'être aimé. Mon père s'est assis lourdement sur l'une des chaises du foyer. Marcus nous a appelés, a-t-il dit à voix basse. Juste après son récital. Il a demandé pourquoi nous ne lui avions jamais dit où tu étais. Pourquoi nous ne l'avons jamais laissé te rendre visite. Il a quitté la scène au milieu de sa prestation quand il a appris que c'était le même soir que ton spectacle. Cela m'a surprise. Marcus et moi n'avions jamais été proches, mais peut-être n'étais-je pas la seule à souffrir sous les attentes rigides de nos parents. La porte s'est ouverte et le docteur Harrison est entré avec un homme que je ne reconnaissais pas. Ma mère a rapidement essuyé ses yeux, affichant son sourire social. Monsieur et Madame Chen, a dit le docteur Harrison, sa voix contenant à peine son excitation. Voici David Porter, de l'Orchestre Symphonique National. Il aimerait parler à Arya de la commande d'une pièce pour leur prochaine saison.
Les mâchoires de mes parents sont tombées simultanément. Monsieur Porter s'est avancé, me tendant la main. Mademoiselle Chen, votre composition de ce soir était remarquable. Ce serait un honneur pour nous de créer votre prochaine œuvre au Kennedy Center. Avec un contrôle créatif total, bien sûr. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon téléphone, mes mains soudainement incapables de former des mots. Mais est intervenu en douceur, expliquant mon état à Monsieur Porter, qui n'a pas scié. La musique transcende la parole, a-t-il simplement dit. Vous l'avez prouvé ce soir. Après leur départ, ma mère s'est tournée vers moi, sa façade soigneusement construite s'effondrant. Aria, s'il te plaît, pouvons-nous essayer à nouveau? Nous avons eu tort. Terriblement tort. Je les regardais, puis mon père, voyant le regret dans leurs yeux. Lentement, j'ai écrit ma réponse. Je ne rentre pas à la maison. Ma vie est avec tante mais maintenant. Mais peut-être que nous pouvons recommencer sur un pied d'égalité cette fois. Non pas comme les parents déçus et la fille brisée, mais comme des personnes qui pourraient apprendre à se comprendre. Mon père a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. Nous ne méritons pas de seconde chance. Non, ai-je écrit. Mais je mérite la chance de vous pardonner. Selon mes propres termes. 2 ans plus tard, j'étais sur la scène du Kennedy Center, dirigeant ma 3e symphonie, Pont sur le silence. Mes parents étaient assis au premier rang, à côté de moi. Ils avaient assisté à chaque première, à chaque représentation, reconstruisant lentement notre relation, un concert à la fois. Marcus était là aussi, ayant choisi un chemin différent après cette nuit-là. Il étudiait maintenant la musicothérapie, travaillant avec des patients traumatisés, les aidant à trouver leurs propres moyens de parler sans mots. Ma voix n'est jamais complètement revenue, seulement des chuchotements occasionnels, généralement lorsque j'étais seule à mon piano. Mais j'avais trouvé quelque chose de plus puissant que la parole. J'avais trouvé un moyen de faire écouter le monde, non pas mes mots, mais ma vérité. Après la représentation, une petite fille s'est approchée de moi, sa mère planant nerveusement derrière elle. Les mains de la jeune fille ont bougé en langue des signes. Je ne peux pas parler non plus, mais votre musique me donne l'impression de pouvoir voler. Je lui ai répondu en signe, nous avons tous une voix. Parfois, nous avons juste besoin de trouver une manière différente de l'utiliser. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé une note de ma mère dans ma loge, j'avais l'habitude de prier pour que tu parles à nouveau. Maintenant, je remercie Dieu chaque jour de nous avoir tous appris à écouter. J'ai souri, glissant la note dans ma partition. Mon silence était devenu ma force. Ma douleur, transformée en beauté. En perdant ma voix, j'avais trouvé ma vocation. Et en pardonnant à mes parents, je m'étais enfin libérée. Tout le monde n'a pas besoin de mots pour changer le monde. Parfois, les messages les plus puissants sont écrits en silence, joués en mélodie, et entendus par des cœurs prêts à écouter. La symphonie que j'ai dirigée ce soir-là était ma voix, mon histoire, mon triomphe.